Je pense que vous m'entendez. Oui, Ok, super. Bon, on va commencer. Alors, je vous propose de mettre des questions dans le chat si vous le souhaitez. Peut-être j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, sachant que c'est pas forcément évident de naviguer entre l'écran partagé et le chat, donc je ferai au mieux, mais dans tous les cas, je répondrai aux questions. Hop. Et l'autre chose, les items ne vont pas forcément apparaître dans le même ordre que celui où vous les avez eus sur Crystolink ou sur Unes. Je sais pas, c'est peut-être sur Unes que vous l'avez fait. Bref, peu importe, mais parce que c'est remis dans le désordre à chaque fois. Donc voilà, bon, l'ordre n'a pas d'importance de toute façon. Ok, donc je vous propose qu'on commence parce qu'il est l'heure et comme ça, on évite de prendre du retard, si ça vous va. Donc n'hésitez pas à m'interpeller même à l'oral, hein, si vous avez des questions et à rendre la séance la plus interactive possible pour essayer de casser un peu l'hostilité du Zoom. Allez, on y va. Donc, alors on commence par celui-ci, un patient de 55 ans qui a une gêne respiratoire depuis 5 jours. Une HTA, un diabète, compliqué d'une insuffisance rénale chronique terminale, qui a nécessité une transplantation rénale il y a 3 ans. Il n'a pas nécessité de complications dans la suite de la greffe. Fonction rénale normale. Son traitement habituel comporte une insulinothérapie, basal bolus, un IEC, et il a de la prednisone 5 mg par jour, tacrolimus, mycophénolate mofétile. Gêne respiratoire depuis 5 jours, toux sèche, sensation de fièvre. L'examen clinique retrouve de la fièvre à 38,9. Pression artérielle conservée, tachycarde, 82 de saturation en air ambiant, puis 94 sous 15 litres, au masque de concentration, tachypnéique à 34. Il y a un tirage susclaviculaire intercostal, des râles crépitants bilatéraux et le reste de l'examen clinique est normal. Quels examens complémentaires demandez-vous en première intention? Donc là, on parle vraiment des examens de première intention, hein, donc il ne s'agit pas d'aller commencer à faire des choses ultra compliquées, tout en sachant que ce qui est au premier plan dans le tableau clinique du patient, c'est le tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc on va faire des choses très simples pour raisonner devant cette insuffisance respiratoire aiguë chez un patient qui a des anomalies auscultatoires et de la fièvre. Donc on parle plutôt sur un tableau de pneumonie chez un patient immunodéprimé. Donc on va demander des gaz du sang artériel, une radiographie thoracique dans un premier temps, et c'est les premiers examens qu'on va réaliser. Ok? C'est vraiment les examens qu'on fait dans le cadre de l'urgence. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire, par exemple, une échographie cardiaque pour explorer la fonction cardiaque de ce patient, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire en toute première intention. Si vous êtes aux urgences devant ce patient, qui a 38,9 de température, vous n'allez pas appeler le cardiologue pour faire une échographie cardiaque aux urgences. OK? Donc voilà le CG de ce patient. Bon, vous l'avez vu déjà, je pense. Donc on va euh, avancer. Sa radiographie thoracique, pareil, vous l'aviez vu aussi, j'imagine. Je pourrais vous la remontrer si vous voulez. Et on vous demande les diagnostics que vous évoquez. Et donc là encore, devant ce genre de proposition, bah, l'idée, c'est de ne pas évoquer non plus tout et n'importe quoi, hein. Là, on est quand même devant un tableau clinique où il y a déjà pas mal d'informations. Vous avez un patient qui est immunodéprimé, qui a une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, fébrile,
et qui a des anomalies auscultatoires bilatérales. Donc, on évoque une pneumonie aiguë communautaire, on évoque une pneumocystose, qui est une cause de pneumonie de l'immunodéprimé. Et puis, voilà, il n'y a pas de silence auscultatoire d'un côté, donc la B et la E, pas trop. Et l'OAP cardiogénique, bah, là, c'est pas trop le tableau. Il a 38,9 de température, donc on part quand même pas trop là-dessus. OK? Donc là, on est relativement, comment dire, simple dans les hypothèses évoquées. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Parce que là, c'est un peu le grand silence radio. Là, ça me rappelle les cours pendant le Covid, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être plus que le chat, parce qu'en fait, comme je fais le partage d'écran, là, j'ai pas le visuel sur le chat, hein. Donc, prenez la parole si vous avez des questions, c'est mieux. Alors, le chat, je le vois en haut, pardon. Si je peux l'avoir là. Il ne peut pas y avoir de la fièvre avec un OAP, me demande Sigalia. Alors, euh, euh, en médecine, il y a pas de toujours et il y a pas de jamais, comme vous le savez, mais soyez quand même assez simple. 39 de fièvre, c'est pas le tableau d'un OAP, d'accord? On n'a pas dit qu'il avait 37,9 là, ok? Donc, un OAP, ça donne pas 39, pour être simple, d'accord? Donc, si on veut vous mettre un tableau dans lequel on veut vous, on veut que vous évoquiez l'OAP cardiogénique, on va pas vous mettre un malade qui a 39 de température. Grosso modo, un malade qui a un problème respiratoire et 39 de température, on est à peu près sûr qu'il a une infection pulmonaire. Alors après, dans la vraie vie, parfois il y a des problématiques, des patients qui ont des problèmes intriqués. Ils ont une infection pulmonaire et un OAP associé, c'est possible, bien sûr. Mais là, on va faire des choses simples. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'ECG sur la radio? Oui, pardon. L'ECG, bon, il n'y avait pas grand-chose à voir. En réalité, il y a une tachycardie sinusale. Là, il a une tachycardie à 300, 150, peut-être à 130 par minute. Elle est donc sinusale, comme vous le voyez. Il y a des ondes P qui précèdent chaque QRS, des QRS derrière chaque onde P. Il n'y a pas de trouble de la repolarisation. Il a un axe gauche majeur. Il n'y a pas de trouble de l'axe, je veux dire. Et la repolarisation est normale. Donc, il n'y a pas d'anomalie majeure sur cette ECG, hormis cette tachycardie sinusale. Et puis la radiographie de thorax, ben, ce qu'on voit, c'est des infiltrats, je dirais, alvéolaires bilatéraux. D'accord? Ok, des infiltrats alvéolaires bilatéraux. Bon, voilà, on ne peut pas tellement dire plus. C'est une radio qui n'est pas de très bonne qualité, puisque c'est une radio prise au lit. Elle n'est pas très bien inspirée. Donc, c'est vraiment le genre de radio sur laquelle on ne peut pas faire de la microsémiologie. Ok? Alors, concernant l'antibiothérapie probabiliste, quelle est ou quelles en sont les modalités? Donc, elle doit être impérativement débutée après réalisation d'un bilan microbiologique complet, comprenant notamment un LB1. Elle doit associer amoxicilline spiramycine. On va ajouter un traitement antiviral actif sur le virus de la grippe. On associe céfotaxime spiramycine ou on associe céfotaxime vancomycine. OK. Alors, tiens, là, je vais vous faire voter, s'il vous plaît. Vous allez voter dans le chat, parce que j'ai le chat sous les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire, voter là et me mettre ce que vous pensez être la bonne réponse? Comme ça va vous réveiller un petit peu. Et puis, je vais voir un petit peu ce que vous pensez. Alors, forcément, ceux qui répondent après sont influencés par ceux qui répondent avant. OK, donc c'est bien. Quelqu'un m'a dit, Bachir a dit, et j'ajouterai cotrimoxazole, je suis assez d'accord avec cette proposition. Quoi qu'il en soit, la proposition D est tout à fait vraie. Céfotaxime
spiramycine. Alors, euh, je me rappelle plus en quel mois on est. Excusez-moi, je fais un petit. Voilà. Pendant votre garde du 3 juin. OK, c'est le 3 juin. Donc, vu qu'on est le 3 juin, la réponse C est fausse. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas si vous aviez les idées claires là-dessus, mais ce serait la même question pendant la garde du 3 janvier avec en période d'épidémie grippale. Eh bien, on aurait le droit d'ajouter de l'oseltamivir. Alors, dans la réalité, on a accès dans certains centres très rapidement à des PCR grippales. Donc, dans les centres où on a accès à une PCR grippale, on fait la PCR grippe et en 2 heures, on a le résultat sur écouvillon nasopharyngé. Mais dans les centres où on n'a pas accès à la PCR grippe, eh bien, les recommandations disent qu'en période épidémique, chez des patients qui ont des signes d'infection respiratoire aiguë avec signe de gravité, eh bien, on a le droit d'introduire un traitement par oseltamivir en probabiliste. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Mais il faut être en période épidémique et il faut avoir des signes de gravité. Donc, la C serait vraie si on était en période épidémique. La D, mais ça n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il y a un délai? Alors, il y a un délai quand on est chez des patients qui sont ambulatoires sans signe de gravité, avec facteur de risque. Par exemple, si on a 70 ans, qu'on est insuffisant respiratoire chronique et qu'on a 42 fièvres et le nez qui coule en plein hiver, eh bien, il faut introduire l'oseltamivir dans les 48 heures des symptômes. En revanche, quand on est en réanimation parce qu'on a une insuffisance respiratoire aiguë sur une grippe, il n'y a pas de délai. On introduit le traitement, quel que soit le délai, parce qu'il y a des signes de gravité. OK? Si on revient sur l'antibiothérapie, la bonne réponse, c'est effectivement la réponse D. On va revoir ça sur le truc de juste après. Il est évident que la réponse A est fausse. Une infection, une pneumonie aiguë communautaire avec des signes de gravité, on ne va pas attendre de faire un LBA. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'on pourra le réaliser parce que ce patient, il est grave sur le plan respiratoire. Donc, on ne va pas attendre de faire un hypothétique LBA pour débuter les antibiotiques. C'est une urgence de débuter les antibiotiques. En pratique, là, on fait une paire d'hémoculture à l'arrivée aux urgences. On fait éventuellement un ECBC, mais encore l'ECBC ne va pas retarder l'initiation du traitement antibiotique. Et en tout cas, on débute les antibiotiques dès qu'on a prélevé les hémocultures. Et donc, je vous rappelle ce que vous devez connaître par cœur, parce que les pneumonies communautaires, c'est la troisième ou quatrième cause de mortalité dans le monde. Donc, vous devez être imbattable là-dessus. L'antibiothérapie chez les sujets qui ont des signes de gravité, je dis bien chez les gens qui ont des signes de gravité, c'est-à-dire ceux que vous allez hospitaliser, c'est un antibiotique qui va couvrir les bactéries pyogènes, c'est-à-dire en gros le pneumocoque, éventuellement Haemophilus, staphylocoque doré, et un antibiotique qui va agir sur les bactéries dites atypiques, c'est-à-dire essentiellement la légionelle et le mycoplasme. Donc en pratique, c'est céphalosporine de troisième génération, comme c'est proposé sur la diapo. Ça peut être éventuellement amoxicilline, acide clavulanique, et macrolide type spiramycine, ou éventuellement une fluoroquinolone, mais c'est un peu moins élégant parce que ça fait plus de résistance. OK? Donc ici, est-ce qu'on ne doit pas voir de foyer à la radio? Alors, c'est quoi un foyer? Un foyer, plutôt que de dire foyer, en fait, il faut raisonner en infiltrat radiologique. Hein, une pneumonie, plutôt qu'une pneumopathie, une pneumonie, ça veut dire infection pulmonaire. Donc une pneumonie aiguë communautaire, à la radiographie thoracique, on voit des infiltrats. On voit du blanc, d'accord? Mais c'est pas forcément, le foyer n'est pas forcément systématisé, d'accord? Il n'est pas forcément localisé dans un territoire bien précis. Par exemple, la caricature, c'est ce qu'on appelle la pneumonie franche-lobaire aiguë. Ça, c'est très beau. C'est la condensation alvéolaire dans un segment ou dans un lobe. C'est la pneumonie à pneumocoque caricaturale. Ça peut être à d'autres bactéries d'ailleurs que le pneumocoque. Très bien. Et là, vous avez des infiltrats. Vous voyez, ça, c'est pas normal. On voit là que il y a du blanc, hein. C'est de l'alvéolaire, peut-être un peu d'interstitiel. Là, derrière le cœur, vous ne voyez plus la coupole,
D'accord? C'est le signe de la silhouette, c'est pas normal du tout. Si on fait une radio, si on regarde une radio normale, on voit la coupole diaphragmatique derrière le cœur. Donc ça veut dire qu'il y a du blanc, il y a un comblement de densité hydrique dans le parenchyme pulmonaire derrière le cœur au contact de la coupole diaphragmatique, obligatoirement. Donc il y a des infiltrats de tonalité hydrique dans le parenchyme pulmonaire. Et ça s'appelle un foyer, en fait. Mais je préfère parler d'infiltrat alvéolaire et ou interstitiel, qui est un terme beaucoup plus générique que le terme de foyer. Il faut avoir en tête que la radiographie thoracique n'est pas non plus un examen qui est parfaitement sensible pour le diagnostic de foyer ou d'infiltrat alvéolaire. D'accord? C'est un bon examen, mais dans certaines situations, c'est-à-dire quand le patient, quand la radio est mal inspirée, quand la radio est faite au lit, chez le patient immunodéprimé, comme c'est le cas de ce patient, voire chez le patient neutropénique, ce sont des patients qui font beaucoup moins d'inflammation alvéolaire, eh bien, la radiographie thoracique est plus souvent prise en défaut et donc on peut avoir des pneumonies à radiographie thoracique qui sont faiblement anormales, voire normales. Et dans ce cas-là, ça peut être une indication à faire un scanner thoracique pour mettre en évidence le foyer parenchymateux. D'accord? Donc, il faut avoir en tête que la radiographie de thorax, comme tout examen, il y a des faux positifs, des faux négatifs. Voilà. Donc, quand vous avez un très beau foyer de crépitant chez un malade qui désature et qui a de la fièvre, même si la radio n'est pas évidente, il faut se dire que peut-être le foyer n'est pas bien visible sur la radio. D'accord? C'est quand même une possibilité. OK? Et comme je vous le disais, s'il y a des Oui, facteurs de risque de grippe et qu'on est en période épidémique, eh bien, on peut considérer ajouter un traitement antiviral comme l'oseltamivir. Il y avait une question? oui, monsieur. Du coup, si un patient il a pas d'image radiologique, on met quand même les antibiotiques avant de lui faire un scanner? Oui, bah oui, oui. S'il a des signes de gravité comme là, s'il a le tableau clinique de ce patient, c'est-à-dire qu'il arrive, il a de la fièvre, il a une oxygénorequérance, il a des crépitants à l'auscultation et une radio qui est, on va dire, qui n'est pas convaincante, eh bien, comme je dis, on ira faire un scanner pour confirmer le diagnostic, mais on aura une forte suspicion de pneumonie et on initiera une antibiothérapie avant. Voilà. Vous ne serez pas interrogé là-dessus, hein, je veux dire, ne vous en faites pas, mais c'est de la pratique clinique. Les pneumonies avec une radio qui est prise en défaut, ça existe. Voilà, il faut savoir que ça existe. Et dans ce cas-là, on fait un scanner thoracique. OK? D'accord, merci. De rien. OK, pour cette question, on est OK. Donc, bêta-lactamine et antibiotiques anti-atypiques. Et le schéma le plus classique, c'est celui qui est affiché sur votre écran. OK? Le patient est transféré en réanimation. L'évolution respiratoire est défavorable, nécessitant l'intubation. Le gaz du sang réalisé en FiO2 100% avec une PEP de 10 cm d'eau retrouve pH 7,22, PCE2 55, PO2 85, Bicar 18, SAT 98%. La radiographie thoracique, vous la voyez, cette fois-ci, quand même, on voit que les infiltrats alvéolaires sont nettement plus visibles que sur la première radio. Donc là, vous voyez des infiltrats alvéolaires bilatéraux, qui sont quand même assez bien visibles. On voit la sonde d'intubation ici, hein, qui s'arrête là. La carène qui est là, la carène elle est là, hop, sonde d'intubation est bien placée. Là, vous avez un cathéter veineux central qui est bien positionné également. Et ici, c'est la sonde gastrique. Ok. Toujours important de bien repérer les dispositifs sur les radios, hein, de réanimation qu'on vous montre. Très important. Alors, question. Il s'agit d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. Tchouk, tchouk. Ok. Il existe une acidose métabolique partiellement compensée. Ok. Le cathéter veineux central jugulaire droit fait un faux trajet vers le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Ah zut, pardon, j'ai montré les réponses. Ok. L'oxygénation est normale. Il existe un œdème pulmonaire lésionneux.
Donc, c'est sévère, pourquoi? Parce que le rapport PaO2 sur FiO2 est inférieur à 100. On est OK avec ça? Donc, dans la classification du SDRA, c'est bien sévère. L'acidose métabolique, en fait, c'est une acidose mixte, d'accord? Vous avez bien une part d'acidose métabolique parce que les bicarb sont à 18, mais la PCO2 est à 55. Donc, l'acidose, elle est mixte, d'accord? Elle n'est pas du tout partiellement compensée. C'est faux. Le cathéter veineux jugulaire, bah, il a un trajet qui est tout à fait normal, d'accord? Il n'y a pas de problème. Il ne fait pas un faux trajet vers le tronc veineux brachiocéphalique gauche, donc il n'y a pas de problème. Euh, donc le positionnement est bon. L'oxygénation est normale, donc attention, la PO2 est normale, mais l'hématose est fausse. L'hématose est fausse, d'accord? Si l'oxygénation était normale, le rapport PaO2, en 100% des FiO2, la PO2 serait supérieure à 300. On est OK avec ça? Donc, c'est pas parce que la valeur de PO2 est proche de la normale en valeur absolue que l'oxygénation du patient est normale, d'accord? Donc, le rapport PaO2 sur FiO2, il est très anormal. Est-ce qu'il y a un œdème aigu lésionnel, un OAP lésionnel? Bah, c'est la définition en quelque sorte du SDRA. Ce n'est pas un OAP cardiogénique, c'est un OAP lésionnel. Et je vous ai d'ailleurs remis la définition du SDRA. Les symptômes surviennent en moins d'une semaine. Il y a des infiltrats alvéolaires bilatéraux. L'ensemble du tableau n'est pas expliqué par de l'insuffisance cardiaque gauche. Et vous avez une altération de l'oxygénation avec une classification selon le rapport PO2 sur FiO2 en léger, modéré, sévère, selon la tranche de rapport P sur F. C'est bon ça? On est OK là-dessus? OK, ça marche. Alors, on récupère les examens microbiologiques suivants. Il y a un ECBC avec plus de 25 éléments par champ, moins de 10 cellules épithéliales, donc ça veut dire qu'il est de bonne qualité. Il est stérile à la culture, les émox sont stériles, la PCR sur écouvillon nasopharyngé est négative, les antigénuries légionnelles de pneumocoque sont négatives, le prélèvement distal protégé est négatif, la sérologie VIH est négative. Quel examen réalisez-vous à visée étiologique? Est-ce que vous faites une biopsie pulmonaire chirurgicale, un LBA, un dosage du bêta-glucane, un PET scan ou un anticorps anti-HLA à la recherche d'une... Attends, zut, je voulais vous le faire faire, mais j'ai été trop sensible là, de la molette. Donc, vous avez vu la réponse, de toute façon, ce n'était pas très compliqué. Donc, là, très clairement, on a une suspicion d'un diagnostic qui est la pneumocystose. Et donc, on va faire deux examens. On va faire des examens non invasifs. Donc, c'est en gros le bêta-glucane, qui est un examen qui est intéressant surtout pour sa valeur prédictive négative. S'il est négatif, il y a très peu de chances que le patient ait une pneumocystose. Et un lavage broncho-alvéolaire dans cette situation de pneumonie communautaire grave de l'immunodéprimé, pour laquelle on n'a pas de diagnostic après un premier, on va dire, set de prélèvements microbiologiques. Et donc, on fait le LBA. On réalise un LBA dont les résultats sont les suivants. Et donc, on constate qu'il y a des kystes, de rares kystes de pneumocystis gyrovesi, avec une PCR pneumocystis qui est positive, et le bêta-glucane est élevé. Et donc, comment on le traite? Là, j'ai oublié de vous le mettre sans couleur, mais ce n'est pas très compliqué. On le traite par cotrimoxazole. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour vous. OK? Donc, une discussion dans la littérature sur les corticoïdes. Peut-être que ça vous allez me suivre là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que pour les pneumocystoses des patients VIH, vous devez savoir que quand elles sont sévères en termes d'oxygénorequérance, il faut mettre des corticoïdes. En gros, moins de 60 de PO2 en air ambiant, vous mettez des corticoïdes pour les patients VIH qui ont une pneumocystose. En revanche, pour les pneumocystoses des patients non VIH,
comme c'est le cas de ce patient, il n'y a aujourd'hui pas de consensus pour le recours aux corticoïdes. OK? Voilà ce que vous devez avoir en tête. C'est bon, c'est clair pour vous ça? Monsieur, j'ai une question, désolée. Oui. Dans la correction qu'on a eue des œdèmes blancs d'avril, Mmh. ils mettent que pour une, pneumocystose chez le patient VIH, il y a un seuil de corticoïdes à 70. Du coup, c'est Tu parles de la dose de corticoïdes ou de la PO2? de la PO2, pardon. Non, mais peu importe le seuil, 60, 70, on parle de la même chose. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que c'est les pneumonies aiguës, c'est les pneumocystoses du patient VIH hypoxémiques. Voilà. Donc c'est celle il me semble que dans l'étude, c'est une vieille étude, on parle d'une vieille étude qui date des années 90, qui est une étude randomisée contrôlée. Il y a une étude qui a démontré le bénéfice, mais comme c'est une étude randomisée contrôlée, elle n'est pas remise en question. Euh, le seuil de PO2, moi, de mémoire, pour moi, c'est 60 mm de mercure. Mais encore une fois, on ne va pas vous embêter à mettre une PO2 à 61, à 64 ou à 68. C'est pas le problème. La question, c'est est-ce que le patient va être profondément hypoxémique? En gros, est-ce qu'on va vous mettre un dossier avec un patient qui a 80% de saturation, qui a besoin de 10 litres d'oxygène? Ça va être ça le tableau, parce que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Ou est-ce que ça va être un patient qui a une pneumocystose et qui est en air ambiant? D'accord? Et c'est comme ça qu'on raisonne dans la vraie vie. OK? OK, Vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est 60, peut-être c'est 70, je me trompe peut-être, je ne sais plus. Vous vérifierez. Mais au-delà de ce 60-70, en réalité, dans la vraie vie, il y a les pneumocystoses des patients qui sont oxygéno-requérants et qui ont souvent un fort débit d'oxygène. Ceux-là, très clairement, on leur met les corticoïdes. Ceux qui sont en air ambiant, la question ne se pose pas. C'est comme ça qu'il faut vraiment voir les choses. OK? D'accord, merci. Alors, pourquoi la E de la question 5 est fausse? Alors, ouais, alors, anticorps anti-HLA à la recherche d'une atteinte pulmonaire d'une maladie du greffon contre l'autre. Bah là, franchement, c'est quand même très tiré par les cheveux. Alors, déjà, euh, ça, c'est à ma connaissance, enfin, les anticorps anti-HLA. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le diagnostic, déjà, les GVH pulmonaires, euh, c'est pas la présentation, quoi. Je veux dire très clairement. Euh, c'est un vulgaire leurre et ça n'a rien à voir avec la présentation. Là, vous avez un patient dont le terrain, on a dit que c'était une transplantation rénale, hein, c'est ça? Donc les patients qui ont des transplantations rénales, c'est pas ces patients-là qui font des réactions du greffon contre l'autre. Les patients qui font des réactions du greffon contre l'autre, c'est les allogreffés de moelle. D'accord? C'est des patients qui ont une greffe de moelle en hématologie. Donc déjà, c'est pas le terrain. OK? Ensuite, si c'était un transplanté pulmonaire, il pourrait faire un rejet d'organes, mais là, c'est un transplanté rénal. Donc vraiment, c'est un leurre qui n'a rien à voir. OK? Donc, les manifestations pulmonaires de la réaction du greffon contre l'autre, ça existe. Ce sont généralement des manifestations beaucoup moins aiguës que ce qu'a ce patient. Et c'est chez les patients qui ont eu une allogreffe de moelle osseuse. Donc, ça n'est pas du tout le terrain de ce patient. Donc, attention, forcément, quand on vous fait des QCM, on met des leurres. Et les leurres, bah, c'est fait pour leurrer. OK? Alors, dans l'ordre croissant pour rechercher, dans le diagnostic microbiologique, donc ça, c'est une question de Bachir, c'est une bonne question. Alors, il y a le bilan microbiologique qu'on va appeler non invasif. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan microbiologique non invasif, qui est celui que vous allez faire à tous les patients qui ont des signes de gravité? Signes de gravité, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'hôpital et vous allez les garder hospitalisés. Déjà, quand on a une infection pulmonaire et qu'on est gardé hospitalisé, ça témoigne déjà d'une certaine sévérité, même si on n'est pas hospitalisé en réanimation. Donc, ces patients-là, vous allez leur faire une paire d'hémocultures,
vous allez leur faire un ECBC, vous allez leur faire des antigénuries, en tout cas au moins l'antigénurie légionnelle, éventuellement l'antigénurie pneumocoque, mais c'est moins important. Et vous allez leur faire un écouvillon nasopharyngé pour rechercher la grippe si on est en période grippale. Et puis on va rajouter quand même le Covid, parce que depuis quelques années, ça ne vous a pas échappé que ça posait un certain nombre de problèmes. Comme c'est sur le même examen, ça s'appelle une PCR triplex. D'accord? Écouvillon nasopharyngé avec PCR triplex, grippe, SARS-CoV-2, VRS. Voilà. Ça, c'est l'examen non invasif. Et puis, si jamais le patient est intubé et qui se dégrade, eh bien là, on va compléter et donc on pourra faire des prélèvements invasifs. Et donc, en fait, si vous faites des prélèvements invasifs, c'est tout aussi invasif de faire un prélèvement distal protégé, de faire un LBA. On considère que c'est la même invasivité. Il n'y a pas de gradient, si vous voulez. C'est pareil. OK? Donc là, patient est intubé, vous essayez de le prélever dans les bronches. Ça s'appelle des prélèvements, faire simple, endobronchiques. Et après, dans les prélèvements endobronchiques, alors la question, la fibroscopie, c'est comme le LBA? Non, c'est pas pareil. La fibroscopie, c'est le fait d'introduire un fibroscope dans les voies aériennes. Et une fois que vous avez introduit votre fibroscope dans les voies aériennes, ben, vous pouvez faire différentes sortes de prélèvements. Soit vous descendez un petit cathéter et vous faites ce qu'on appelle un prélèvement distal protégé, soit vous injectez des seringues et vous aspirez du liquide que vous avez instillé, ça s'appelle un lavage broncho-alvéolaire, soit vous faites juste une aspiration des sécrétions, ça s'appelle une aspiration trachéale. C'est différentes sortes de prélèvements endobronchiques. D'accord? Voilà, tout simplement. OK? On avance. Donc, un traitement par cotrimoxazole par voie intraveineuse est débuté. Alors que le patient est stable sur le plan hémodynamique et respiratoire depuis 72 heures, un cathéter veineux central est inséré par voie jugulaire interne droit. L'état clinique du patient se dégrade brutalement 15 minutes après. Il a 6,4 de tension, il est tachycarde à 150, il a une désaturation qui nécessite une majoration de la FiO2 à 100%. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Une PAVM, de façon quand même très brutale. Un passage en TV. Alors c'est théoriquement possible parce qu'il est pile à 150 par minute et que vous savez, quand on met un cathéter, on descend un guide qui vient chatouiller le ventricule droit et ça peut déclencher un trouble du rythme. Un pneumothorax, c'est possible parce que c'est une des complications mécaniques des insertions des cathéters centraux. Et la D et la E, on ne voit pas trop le rapport. OK? Donc on fait une radio de thorax, de contrôle. Et que montre la radio de thorax? Bon, il n'y a pas trop de suspense. Vous la voyez. Et on vous demande ce que vous faites. Est-ce que vous faites un choc électrique externe? Est-ce que vous faites une exsufflation à l'aiguille seule? Est-ce que vous faites un drainage pleural? Vous enlevez le cathéter central. Ah oui, juste, j'ai laissé les commentaires. Je reviens tout de suite sur vos questions. Est-ce que vous mettez des antibiotiques? Bon, la bonne réponse, évidemment, c'est de faire un drainage pleural, puisque vous avez vu qu'il y avait un pneumothorax droit qui compliquait l'insertion de ce cathéter. Alors, pourquoi la A? Alors, parce que là, on vous décrit un tableau qui est ultra brutal. Le patient, il va bien. Le patient, il va bien. On met un cathéter et en 15 minutes, il fait 6,4 de tension et en plus, il est apyrétique. Je veux dire, une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, ça ne donne pas un état de choc de manière on-off. C'est pas comme ça là, dans la vraie vie. D'accord? C'est que le patient, il commence à avoir des sécrétions sales, il commence à avoir 38,2, il se dégrade sur l'oxygénation, éventuellement il fait une petite hypotension, on le remplit un peu. Enfin voilà, c'est pas un état de choc ultra brutal et ultra rapide. Donc c'est pas le tableau. D'accord? OK. Ensuite, pourquoi la tachycardie ventriculaire? Je réexplique.
quand vous mettez un cathéter central, ça, il faut regarder comment ça se passe en stage, hein. Vous piquez la veine et vous descendez un guide. D'accord? Le guide, il est très long, hein. Le guide, il va descendre dans la veine cave sup, dans l'OD. Souvent, on le pousse assez loin pour être sûr qu'on est dans les bonnes cavités, dans le bon tuyau. Et donc, il va dans l'OD et souvent, il va dans le VD, le guide. D'accord? Et donc, lorsque le guide descend dans le VD, typiquement, on provoque une ou deux extrasystoles. Et donc, ça peut être le déclencheur d'un trouble du rythme ventriculaire. C'est pour ça que si vous avez un état de choc juste après avoir inséré un cathéter central, on peut théoriquement se poser la question de est-ce que c'est un trouble du rythme ventriculaire déclenché par l'insertion du cathéter. Là, c'est un peu histoire de vous poser une question, parce qu'en réalité, les malades, ils sont scopés, et si vous déclenchez une TV alors que vous poussez votre guide, vous le voyez tout de suite sur l'écran du scope, et vous savez tout de suite que c'est ça. Pourquoi pas une exsufflation? Bonne question. Attention, là, on n'est pas dans le cas de la prise en charge du pneumothorax spontané primaire. D'accord? Le pneumothorax spontané primaire du sujet jeune peut tout à fait faire des exsufflations et faire rentrer les malades à la maison si la radio de contrôle est satisfaisante après l'exsufflation. Là, c'est un pneumothorax en pression positive chez un malade qui est ventilé mécaniquement. Donc l'urgence, c'est de... Ce que je veux dire, pardon. Si on avait mis exsufflation à l'aiguille et drainage pleural droit, on aurait pu mettre BC. Je m'explique. Là, ce qui est faux, c'est d'avoir marqué exsufflation à l'aiguille seule. D'accord? C'est bien pour ça que c'est faux. Vous ne pouvez pas guérir ce malade en faisant uniquement une exsufflation. Encore une fois, contrairement à l'exemple du pneumothorax spontané primaire. Pourquoi? Parce que ce patient-là, il est sous ventilation en pression positive. Donc, vous pouvez traiter l'urgence parce qu'il a une hypotension et vous suspectez fortement qu'il soit compressif. Vous pouvez lui faire une exsufflation le temps de préparer votre drain thoracique. Ça va faire remonter la tension parce que vous allez décomprimer son thorax. Mais vous allez être obligé de le drainer parce que, à cause de la pression positive intrathoracique qui est générée par le ventilateur, l'épanchement gazeux de la plèvre va se reconstituer immédiatement. Vous me suivez? Donc, vous pouvez l'exsuffler, mais il faudra le drainer dans la foulée de toute façon. Donc la réponse B est fausse parce qu'il y a le mot seul derrière. C'est clair ou pas? Ok. Ok, on est bon là-dessus. On avance. Une patiente de 42 ans qui est retrouvée dans la rue, dans le coma. Le SAMU est appelé. On ne connaît pas ses antécédents. Le Glasgow est donc est à 3. Pourquoi on n'enlève pas le cathéter? Parce qu'il n'y a pas besoin de l'enlever. Généralement, c'est au moment où on pique avec l'aiguille qu'on provoque le pneumothorax. Et une fois que le cathéter est en place, si sur la radio il est en place, autant le laisser. D'accord? C'est pas parce qu'à la ponction, on a piqué le poumon. Si ensuite le cathéter est en place, on le laisse en place. Si le cathéter avait un mauvais trajet sur la radio, on le retirerait. Donc elle a une hypotension, elle est hypotherme, bradypnéique, 94 de SAT, la glycémie est normale. On trouve des pupilles en mydriase bilatérale, des marbrures, un temps de recoloration allongé, des traces de vomi, foyer en basse droite, et elle fait un arrêt cardiaque. Quels signes cliniques peuvent être imputés à l'hypothermie? Réponse: hypotension, bradycardie, coma, bradypnée, arrêt cardiaque. Elle a moins de 28 degrés, hein, donc c'est une hypothermie extrêmement profonde. Ok?
Des manœuvres de réanimation sont entreprises par l'équipe du SAMU. Vous êtes alors contacté pour admettre cette patiente. La patiente récupère une activité circulatoire et vous l'admettez en réanimation. Les constantes, 85-62 de tension, 45 de pouls, température 28,2. Quels sont les éléments de votre prise en charge? On va faire un bilan biologique avec une TSH parce qu'elle est très hypotherme, des hémocultures parce qu'il y a souvent un sepsis associé, une alcoolémie parce qu'elle a été retrouvée sur la voie publique, ça oui. L'ECG paraît nécessaire. On va la remplir dans un premier temps. On va la réchauffer, mais en respectant une vitesse de réchauffement de 0,5 degrés heure, donc pas rapidement. Et puis, comme il y avait une description de pneumonie d'inhalation, on va mettre des antibiotiques. OK. Alors, on a un ECG que voici. Je laisse le regarder. Le risque de réchauffer trop vite, surtout si on fait ça c'est surtout si on fait du réchauffement externe, hein, c'est d'induire une vasodilatation et d'aggraver l'hypotension. D'accord? Quand on fait du réchauffement actif externe, il ne faut pas réchauffer trop vite. Après, si on fait du réchauffement actif interne, on peut réchauffer plus vite. Mais si on fait du réchauffement par couverture chauffante, il ne faut pas réchauffer trop vite parce que sinon on va aggraver l'hypotension. Donc, qu'est-ce qu'on constate au premier plan sur cette ECG? On a un allongement majeur du QT, hein. On a un allongement majeur du QT. On a une disparition des ondes P. Et puis, c'est ce qui est au premier plan. Et les QRS sont également élargis, voire très élargis. Si on regarde ici, par exemple, les QRS sont franchement élargis. Donc, on a essentiellement un effet stabilisateur de membrane sur cette ECG. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre une onde J d'Osborne avec en fait un effet stabilisant de membrane. Vous voyez, ici, on le voit bien là, hein. Si vous regardez en V3, on voit bien là que c'est vraiment l'élargissement du QRS en fait qu'on voit, hein. D'accord? Et le QT est vraiment très très allongé. Très très allongé. Alors, on trouve plein de médicaments dans le sac de la patiente. Valproate de sodium, c'est la dépakine, paracétamol, diazépam et clomipramine, qui est un antidépresseur tricyclique. Donc, la mère de la patiente prend contact. Caractéristique de l'effet stabilisant de membrane, élargissement du QRS, allongement du QT. La mère de la patiente prend contact avec le SAMU, rapport des troubles psychiatriques. Elle aurait été vue sortant du domicile agitée. L'alcoolémie est négative. Le bilan réalisé en urgence retrouvé le paramètre suivant. Le seul toxique du paracétamol dans votre labo est 3300. D'accord. Donc, on a toutes sortes de biologie. Ah, voilà. Et donc là, on a une paracétamolémie qui est à 125. Donc, je suis juste en train de réfléchir à ce que veut dire le seuil toxique. Donc, on est dans la norme, je pense, c'est ça que ça veut dire, dans la norme entre guillemets. Mais enfin, ce qu'on constate, par contre, c'est qu'il y a une cytolyse hépatique, hein, à 5 fois la normale. Donc, il y a quand même une cytolyse qui n'est pas négligeable. Euh, il y a une insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau? OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Du charbon, il est trop tard. De la naloxone, elle a pris plusieurs médicaments. Donc, de la naloxone, pardon, elle n'a pas pris d'opiacés. Du flumazénil, elle a pris plusieurs médicaments, dont certains qui peuvent faire convulser, comme les antidépresseurs tricycliques. Est-ce qu'on lui met de la NAC? Euh, Ça, c'est un peu la grande question. Est-ce qu'on lui met de la NAC? Eh bien, la réponse est vraisemblablement oui, parce que elle a une cytolyse hépatique, vous voyez. Donc, elle a des signes de toxicité hépatique tout en ayant un dosage positif de paracétamol, alors qu'on est assez à distance de la prise supposée. Donc, on va affiner ensuite en regardant le nomogramme, mais le fait même d'avoir une cytolyse hépatique est une indication à initier la NAC. Et ensuite, on va doser la dépakine parce que c'est un médicament qui est potentiellement dialysable et si c'est très élevé, ça modifiera l'attitude thérapeutique. Et donc, l'utilisation du nomogramme va nous permettre de nous repérer. Donc là, on a dit qu'on était à 125 mg par litre. Donc, vous voyez, 125, on est là. Et on est à plus de 10 heures. Donc voilà, on se situe clairement au-dessus au-dessus de la ligne. OK? Donc on est dans le risque d'hépatotoxicité. Et comme je vous disais, c'est un peu théorique ici, puisqu'on a déjà une cytolyse hépatique. En réalité, le nomogramme, on l'utilise surtout pour les patients qui ont un bilan hépatique normal pour se poser la question de est-ce qu'on débute ou pas la NAC. Quand vous avez une cytolyse hépatique comme ça, vous savez que vous allez prescrire la NAC parce que vous êtes devant une toxicité hépatique. Donc on n'est plus vraiment dans une situation où on cherche à prévenir la toxicité hépatique. Pourquoi on ne met pas du flumazénil? Parce qu'on est devant une intoxication avec plusieurs psychotropes, donc, dont certains sont proépileptogènes, comme la clomipramine. Donc, vous savez, quand on a une intoxication polymédicamenteuse, c'est une contre-indication théorique à l'antagonisation par flumazénil à cause du risque proépileptogène du flumazénil. C'est la raison principale. Si on a question, si on avait été dans le seuil toxique du paracétamol, mais sans cytolyse, on aurait mis la NAC, tout à fait. On aurait mis la NAC, c'est bien ce que nous montre le nomogramme. Et ce que je veux dire, c'est que même si on avait été, on aurait pu continuer la NAC même sans regarder le nomogramme. C'était ça mon message premier. Là, on regarde le nomogramme qui nous confirme qu'on est bien dans la zone toxique, mais comme on a une cytolyse qui est non négligeable, on est obligé de faire au moins 24 heures de NAC. D'accord? Les antibiotiques pour les pneumonies d'inhalation, bah, c'est typiquement amoxicilline, acide clavulanique. Hein, ça couvre les streptocoques, les anaérobies. Alors, sur le CG, en fait, on voit même plus les ondes P, quoi. On a l'impression qu'il y a qu'il y a un bloc sino-auriculaire, ou alors les ondes P, ou alors le BAV1, j'ai un peu du mal à dire, parce que le QT, je pense que ça, c'est difficile de dire si ça c'est l'onde P et qu'il y a un BAV1 qui est énorme, mais ça, je pense que c'est plutôt l'onde T. Je pense que ça, c'est plutôt l'onde T avec un QT qui est énorme. Et on ne voit plus l'onde P. Donc je pense que l'onde P est complètement aplatie. Ou alors l'onde P est englobée dans l'onde T. Les deux ont un peu fusionné. Donc franchement, c'est difficile c'est un peu difficile à interpréter là. Mais toujours est-il que soit il y a un BAV1, soit il y a carrément
un BSA avec un échappement jonctionnel, par exemple, hein. D'ailleurs, on voit que la patiente, elle est quand même pas très rapide, là, hein. Elle est à, j'imagine, à 50 par minute, là, hein. Si on regarde, 300, 150, 300, 150, 175, ouais, enfin, elle est à, doit être à 60 par minute, là. Donc, elle est vraiment pas rapide. On a l'impression qu'elle a plutôt un échappement haut situé. Et moi, je pense qu'elle a plus d'onde-P, cette dame. Donc, elle a un BSA, elle a des QRS élargis, elle a un QT très allongé. OK? Donc, elle a un effet stabilisant de membrane qui est très sévère. OK. Donc, on lui met de la NAC, on la remplit, on lui met des antibiotiques, on la réchauffe prudemment. J'avais dit 0,5, bon, 0,5 à 1 degré par heure. Elle évolue initialement favorablement. On peut arrêter les sédatifs. Et puis finalement, à J3, il y a un retard de réveil. La patiente ne se réveille pas. Et un ictère. Et voilà le bilan qu'on retrouve. Euh, Elle a 24% de TP. Elle a une cytolyse hépatique, vous voyez, qui est à plus de 20 N. 78, c'est des micromoles, erreur, pardon. Micromoles par litre de bilirubine. On fait des sérologies des hépatites virales dans le cadre du bilan qui s'affichent devant vous. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est quel est le diagnostic le plus probable? Et je vous laisse mettre dans le chat ce que vous en pensez, rapidement. OK. Bon, on est d'accord, hein, compte tenu de l'histoire de la dame, hein, on part plutôt sur une hépatite fulminante au paracétamol. L'hépatite alcoolique aiguë, c'est pas aussi cytolytique. La C, c'est n'importe quoi. Une hépatite B fulminante, ça colle pas avec le profil sérologique. Et l'hépatite aiguë herpétique, c'est les malades qui ont 42 fièvres qui sont soit immunodéprimés, soit des femmes enceintes. Donc, comment on la prend en charge? On va corriger la glycémie puisqu'elle avait 3 et quelques, ça paraît logique. On ne cherche pas spécialement à maintenir le TP dans un certain range, sauf si les malades saignent. Là, elles ne saignent pas, donc on respecte le TP bas. Traité par diazépam, ce n'est pas une bonne idée. Elle a vraisemblablement une encéphalopathie hépatique, donc non, pas de diazépam, on va l'aggraver. Par contre, il faut appeler un centre de transplantation hépatique, hein. Là, elle a une hépatite fulminante, donc effectivement, il faut faire ça. Recherche d'une infection liquide d'acide, non, elle a probablement pas d'acide, c'est pas une cirrhotique qui est encéphalopathe, là, c'est une hépatite fulminante, c'est pas la même chose. OK? Et en plus, elle a des troubles de l'hémostase. OK. Pouvez-vous revenir à la réponse de la question 1? Question 1 du même dossier, j'imagine. Tac, 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 tac. Tac. C'est ça? Voilà, tout est bon. Tout peut être imputé à l'hypothermie. OK? Allez, on avance. Troisième DP. Une patiente de 30 ans qui a un antécédent de chirurgie du rachis, qui se présente aux urgences pour une dyspnée depuis 48 heures. C'est constante, c'est une pression artérielle normale, une tachycardie à 120, 89 de SAT à l'air ambiant, apyrétique. Elle revient d'Italie, elle a une contraception par dispositif intra-utérin, elle ne fume pas, boit de l'alcool occasionnellement, elle ne prend pas d'autres substances et elle a un examen cardiopulmonaire normal. Quels sont les examens utiles? Question, un TP asymptomatique, on ne traite pas. Non, on ne supplémente pas par PFC s'il n'y a pas de saignement associé. Sinon, tous les cirrhotiques en réanimation ou à l'hôpital, vous allez les inonder de PFC en permanence parce qu'ils ont 30, 40, 45% de TP. Donc, si c'est bien toléré, on ne supplémente pas. Si les malades saignent, en revanche, il faut les mettre à plus de 50%. Okay.
Quels sont les examens utiles? Ça, c'est une question, je dirais, quasiment de P2. Les 3 examens que vous faites en premier pour évaluer comme orientation diagnostique devant une dyspnée aiguë, bah, c'est gaz du sang, la radio de thorax et l'ECG. D'accord? Il ne faut pas aller chercher de pièges sur ce genre de questions. C'est vraiment c'est la base du raisonnement clinique devant une dyspnée aiguë. L'ECG retrouve une tachycardie sinusale associée à un bloc de branche droit. Devant cette probabilité clinique forte d'embolie pulmonaire, vous conduisez la patiente à l'enjeu scanner thoracique. Quels sont les éléments du score SPSI que vous identifiez chez la patiente? Alors là, il faut connaître le score, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, elle est jeune, donc il y a le score. Voilà, merci Nisrine. Effectivement, elle est jeune, elle n'a pas de cancer, elle n'a pas de BPCO. Donc, ça va être les éléments de retentissement cardio-respiratoire du score. Effectivement, la saturation et la tachycardie. Il y a également la PAS, mais je crois que c'est 90 dans le score. Je peux me tromper, ben, je le révise à chaque fois, hein. Donc, voilà. Si vous n'arrivez pas à le mémoriser comme moi, ben, il faut avoir. C'est 100, voilà, merci. Il faut avoir Google ou une petite plaquette dans sa poche. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête les grands items qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, hop, il est là, vous avez raison, c'est 100. Et donc, l'important, hein, vous savez que ce score, à quoi il sert? Il sert à trier les patients qu'on va garder, qu'on va renvoyer à la maison et les patients qu'on va garder à l'hôpital. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mis sur cette diapo, quand vous avez un score de 0, la mortalité d'une embolie pulmonaire, elle est de 1%. Et quand vous avez un score de 1 ou plus, la mortalité, elle est de 11%. Tout de suite, ce n'est pas la même histoire. Et donc, 11% de mortalité à un mois, bah, vous allez surveiller les malades à l'hôpital. OK? Donc, c'est pour ça que ce score a été fait. C'est rien d'autre. C'est un truc très pratico-pratique. OK? Vous avez un point ou plus, le malade reste à l'hôpital, on le surveille un petit peu. D'accord? Vous êtes âgé, vous avez des comorbidités cardio-respiratoires, etc., etc. Donc c'est utile. Voilà l'enjeu scanner thoracique de cette patiente. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est facile quand même, non? Il n'y a pas d'évidence de tumeur médiastinale. Il y a une thrombose, il y a des thrombies dans chacune des branches, vous voyez, de l'artère pulmonaire. On les voit très bien. D'accord? Euh, et le reste, il n'y a pas de dissection de l'aorte thoracique descendante. Alors, l'injection n'est pas géniale. Voilà, il n'y a pas de fracture. Enfin, le reste, ce sont de vulgaires leurres. OK? En plus, c'est une QRU. Donc, franchement, c'est facile. Vous concluez à une embolie pulmonaire. L'échographie cardiaque transthoracique retrouve une dilatation des cavités cardiaques droites. L'ENT, BNP et la troponine sont élevés. Quelle est la sévérité de cette embolie pulmonaire? Intermédiaire élevée. On est tout à fait OK. Voilà comment il faut le rédiger si vous avez cette question. OK? Risque intermédiaire élevé, embolie pulmonaire de risque intermédiaire élevé. OK? Là-dessus, il faut que vous soyez carré. Ne perdez pas de points sur ce genre de questions. Ce serait dommage. Tout le monde est OK avec ça? Il n'y a pas de questions, hein? Alors, on hospitalise la patiente en USC, on débute une anticoagulation curative, et puis elle devient hypotendue. Quand on la revoit, elle a 75-52 de pression artérielle, 150 de fréquence cardiaque, elle a toujours 15 de Glasgow, elle est un peu plus tachypnéique, elle a besoin de 6 litres d'oxygène, elle est marbrée.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, on va la perfuser, si ça n'était pas déjà fait. On peut faire un remplissage vasculaire prudent. Les études qui ont été faites ont montré qu'on pouvait faire jusqu'à 500 millilitres de remplissage dans les embolies pulmonaires, mais pas plus, parce que si on fait plus, on va, si vous voulez, dilater excessivement le ventricule droit. Euh, et par interdépendance VD-VG, on va finir par être délétère. Donc on peut faire un petit remplissage vasculaire. Et puis le reste, c'est niette. On vient de faire l'angioscanner thoracique, donc on ne va pas refaire un angioscanner thoracique. Et on sait qu'elle a une embolie pulmonaire, on sait qu'en plus elle a une embolie pulmonaire proximale. C'est pas la peine de le refaire. On ne va pas l'intuber. L'intubation risquerait plutôt de dégrader la patiente en faisant de la ventilation en pression positive. Et puis un antibiotique, il n'y a aucune raison. Elle n'a pas d'infection là, à ce stade, d'accord? C'est le même diagnostic, c'est juste une évolution de l'histoire de la patiente. Donc on fait une échographie cardiaque qui confirme qu'on a un état de choc obstructif. On a une patiente qui est hypotendue, qui est en état de choc. Donc quelle prise en charge allez-vous discuter? Qu'est-ce que vous écrivez là dans la case? Donc on est OK. Là, on est devant alors, deux possibilités. Soit avec le remplissage vasculaire, la pression artérielle se corrige et puis, je dirais, on en reste là. Soit vous avez vraiment une hypotension qui est persistante, c'est-à-dire un choc. Vous avez besoin d'introduire des vasopresseurs. C'est vraiment voilà, la définition de l'état de choc. Et dans ce cas-là, effectivement, le traitement, c'est la thrombolyse. D'accord? Ok, donc attention, parce que là, c'est vraiment ça qu'on veut vous faire dire. Alors, je vois que Salomé a mis noradrénaline, mais là, on ne vous attend pas sur le traitement symptomatique du choc. D'accord? Là, on vous attend sur le traitement étiologique de ce choc qui est la stratégie de revascularisation de l'embolie pulmonaire. Ok? Donc, la réponse à la question précédente, euh, ben là, dans la question précédente, on ne vous proposait pas encore la thrombolyse. D'accord? Bon, là, elle était hypotendue, on s'assure qu'elle est perfusée, on vous dit qu'on fait un petit remplissage, etc. Et on vous amène à ensuite discuter la fibrinolyse. Non, thrombolyse, fibrinolyse, c'est synonyme. D'accord? Donc vous voyez d'ailleurs, dans ce croc-là, on acceptait les deux réponses. OK? Donc, l'évolution est finalement favorable après fibrinolyse. La patiente est sevrée en oxygène. Elle rentre chez elle dans les jours qui viennent. Et comme on n'est pas très moderne, plutôt que de lui prescrire un anticoagulant euh, oral type un AOD, lui prescrit un AVK. Et donc, quels sont les facteurs de risque hémorragique sous AVK? Eh bien, les facteurs de risque sont les trois premiers. AVC, diabète, insuffisance rénale. OK. Et comme je suis très sympa, je vous ai relisté ici les facteurs de risque majeurs de saignement sous AVK. Donc, vous les avez ici. Vous pouvez prendre une photo de cette slide si vous voulez. C'est des trucs assez classiques. OK? C'est bon? OK. Allez, on termine avec quelques questions isolées. On n'en a plus pour très longtemps. Euh, un patient de 45 ans qui est suivi pour une cirrhose alcoolique Child B8, pardon, qui se présente aux urgences devant l'émission de sang rouge par l'anus qui est survenue le jour même. Il décrit des selles noires depuis plusieurs jours, sans hématémèse. Bon, il est tachycarde apyrétique, il a 9,5 de tension, 28 de fréquence respi, il est somnolent mais réveillable, il est marbré, il a une circulation veineuse collatérale, il a 6,5 g d'hémoglobine. Quelle est votre prise en charge initiale? Bon,
Il est profondément anémique, donc on va le transfuser. Il va falloir programmer une endoscopie. On va mettre du Cefotax parce qu'il est cirrhotique. Et puis on mettra un IPP. Et puis ce qui manque aussi, c'est évidemment la sandostatine. D'accord? On ne vous la proposait pas, mais évidemment, vous savez qu'il faut mettre de la sandostatine pour un traitement euh, à visée de modulation de l'hémodynamique splanchnique. OK? On est bon? 25 ans, urgence, érythème rapidement progressif après piqûre de guêpe, apyrétique, hypotension 8,4, tachycarde 127, fréquence respi 22, urticaire généralisée, pas de dyspnée, minime gonflement des lèvres et de la luette. Quelle est votre prise en charge des 5 premières minutes? Voilà, c'est vraiment fastoche, quoi. OK? Donc on est devant une réaction anaphylactique euh, donc on est à une hypotension, donc c'est du grade 3. Et donc, adré IM et puis remplissage. OK? Les autres, donc la A est fausse puisque c'est pas IV, c'est IM. Si vous faites 0,5 d'adré IV, ça va pas bien se passer, je vous le dis tout de suite, hein. Il va faire un trouble du rythme, etc. Les corticoïdes n'ont jamais démontré leur efficacité dans l'anaphylaxie et les antihistaminiques non plus. OK? Et en plus, là, on vous met à l'aise parce qu'on vous demande votre prise en charge des 5 premières minutes. Donc, sous-entendu, on vous dit focaliser sur les trucs vraiment les plus urgents, urgents, urgents. OK? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Arrêt cardiaque extra-hospitalier, 50 ans, devant témoin. Donc, massage cardiaque débuté. Il n'y avait pas de défibrillateur. 8 minutes après le début du massage, le patient est toujours en arrêt. Et vous avez le tracé du défibrillateur. Que proposez-vous parmi les différentes options? Tiens, je vous laisse voter là. Vous l'intubez, vous le ventilez, vous le choquez, vous faites de l'amiodarone, de l'adré 1 mg, 1 mg toutes les minutes, ou alors vous vous lancez dans la pose d'un cathéter central direct. Ce qui semble un petit peu ambitieux en extra-hospitalier. Bon. Alors, il y a beaucoup de A, il y a du ABC, il y a du A. Alors, la bonne réponse, c'est A, évidemment. Là, on est devant une dissociation électromécanique, quoi. Donc, pas grand-chose à faire à part masser, faire de l'adrénaline, effectivement, mais c'est pas 1 mg par minute. Donc, je vous ai rappelé ici les recommandations. Donc, lorsque à gauche, c'est la RCP non médicalisée. C'est toujours pas mal de revoir ça. D'accord? On commence par appeler les secours, on masse, on libère les voies aériennes, et puis voilà, 2 insufflations, 30 compressions. Bon, c'est surtout les compressions qui comptent. Et si on a un DSA, toutes les 2 minutes, on fait une analyse du rythme. RCP médicalisé, euh, rythme choquable, rythme non choquable. Et donc là, on était dans le cadre d'un rythme non choquable, très clairement. Donc on fait de l'adrénaline toutes les 3 à 5 minutes. Okay. Alors, éventuellement, avec l'adré, on peut basculer du côté du rythme choquable, parce que l'adré peut provoquer un rythme choquable. Dans ce cas-là, eh ben, on va le choquer. Et puis pendant ce temps-là, ben, on continue à faire le massage cardiaque et on réévalue le pouls toutes les 2 minutes.
dans le rythme choquable, donc on choque plusieurs fois de suite, et puis au bout de 3 chocs, on a le droit de faire de l'adrénaline et une ampoule d'amiodarone qu'on pourra éventuellement renouveler. OK? Bon, les principaux tracés, vous les connaissez. L'AFV qui est anarchique, la TV qui est plus organisée, la torsade de pointe, la systolie et puis la dissociation électromécanique qui ressemblait à ce qu'avait notre patient. Allez, on a presque fini. 78 ans, propos incohérents, désorientation depuis 48 heures, fibrillation atriale anticoagulée, pas d'événement notable, pas de trauma crânien, pas de chute, confusion. Les constantes 11,7 de tension, 98 de SAT, apyrétique. Et là, sur ce bilan biologique, ce qui nous saute aux yeux, c'est une hyponatrémie à 112. OK? Et comme vous le savez, devant toute hyponatrémie, la première question que vous vous posez, c'est: s'agit-il d'une hyponatrémie hypotonique? C'est la première question. Donc, comment je fais? Je calcule l'osmolarité plasmatique. 2 NaK plus glucose. Donc, je vais le faire avec vous, hein, je n'ai pas révisé, moi, vous savez. Donc, NaK, on va s'arrondir le K à 5, ça va nous simplifier la vie. Donc, 112 plus 5, ça fait 117. 117 fois 2, donc on va dire 120 fois 2, ça fait 240. Moins 6, ça fait 234. Plus glucose, qui est à 7. Donc on est à 241 milliosmoles par litre. Donc on a une hyponatrémie qui est franchement hypotonique, puisqu'on est à 241 pour une normale à 285, 290. OK, donc là, déjà, on se sent mieux. On a une hyponatrémie hypotonique. OK. Deuxièmement, quid du iono-U? Et donc là, vous faites 2 NaK plus urée. OK? Donc, c'est parti. Là, le 50, donc on a 115. 115 fois 2, 230. Plus urée, 330. Donc là, on a une osmolarité urinaire qui est nettement supérieure à l'osmolarité plasmatique. D'accord? Et le dernier truc qu'il faut regarder, c'est s'il y a des signes d'hémoconcentration biologique. Par ailleurs, on vous dit, là, vous voyez, on ne note pas de signes de déshydratation extracellulaire. Ça, vous l'avez bien noté. Et donc, vous confirmez sur la bio que les protides sont à 70, donc c'est à peu près normal, ils ne sont pas à 90. D'accord? Et est-ce qu'on a l'hémoglobine? Oui, on a l'hémoglobine, 12,7, pareil, c'est normal. On n'a pas 18 grammes d'hémoglobine. Donc, il n'y a pas de signe d'hémoconcentration biologique. Donc, on a l'impression qu'on a un volume extracellulaire qui est normal, déjà parce qu'on nous le dit, mais ensuite parce qu'il n'y a pas d'hémoconcentration biologique. Et d'autre part, on a des urines qui sont plus concentrées que notre plasma. Bon, maintenant, on va regarder les questions qu'on nous pose. Donc, il existe une déshydratation intracellulaire. C'est forcément faux, puisque comme on a une hyponatrémie qui est hypotonique, on a forcément une hyperhydratation intracellulaire. L'osmolarité plasmatique calculée est de 231. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était ça qu'on avait calculé. L'osmolarité urinaire calculée, 230, non, on était à 330, je crois, donc on était à plus de 300. Le tableau biologique est évocateur d'une potomanie. Ah ben non, parce que si c'était évocateur d'une potomanie, on aurait une osmolarité urinaire très inférieure à l'osmolarité plasmatique. Or, on est dans la situation inverse. Le tableau biologique est évocateur d'une sécrétion inappropriée d'ADH. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a une hyponatrémie hypotonique à volume extracellulaire normal, à osmolarité urinaire supérieure à l'osmolarité plasmatique,
chez un patient qui ne prend pas à l'évidence de diurétique thiazidique, qui est un facteur d'exclusion, qui ne prend pas d'autres diurétiques et qui n'a pas d'histoire connue d'hypothyroïdie, d'insuffisance surrénale, de choses comme ça, même s'il faudra qu'on exclue ces diagnostics pour affirmer le SI-ADH. C'est les critères diagnostiques. Alors, la question que tout le monde pose toujours de Salomé, c'est est-ce que l'osmolalité plasmatique, c'est 2Na plus glucose ou 2NaK plus glucose? En fait, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des estimations. Si vous voulez vraiment mesurer l'osmolalité plasmatique, il faut aller voir un biochimiste et lui demander avec un osmomètre de mesurer l'osmolalité plasmatique. Nous, là, on ne fait qu'estimer l'osmolalité plasmatique. D'accord? Donc, on fait des bidouillages qui nous permettent de nous approcher de ce qui est probablement l'osmolalité plasmatique en prenant les électrolytes qui représentent qui prennent le plus de place et on fait des calculs. D'accord? Donc, comme le K il ne représente pas grand-chose, puisque la calémie, c'est 4, alors que la natrémie, même s'il y a une hyponatrémie, hein, c'est 110, 120, 130. Donc, c'est le gros truc, quoi. Et la glycémie, par contre, c'est important, parce que la glycémie, déjà, c'est très osmotiquement actif. Et dans un diabète déséquilibré, la glycémie, ça peut être 20, 30, 40 millimoles par litre. Donc, il faut obligatoirement prendre la natrémie et la glycémie, ça c'est indiscutable. Et si vous voulez être un peu plus précis, vous prenez la calémie. Moi, j'avoue que j'ai tendance à considérer que c'est pas la fin du monde de faire 2 NaK plus glucose, parce qu'on est plus précis, et voilà, et de faire 112 plus 4 et de multiplier ça par 2, j'y arrive assez bien, mais bon, les deux formules circulent. De toute façon, dans la vie, vous aurez des trucs suffisamment caricaturaux pour que, quelle que soit la formule que vous utilisez, ça passe. Donc, l'intubation dans l'arrêt cardiaque n'a rien à voir avec le fait que ce soit rythme choquable ou non choquable. C'est juste que l'intubation n'est pas le premier truc qu'on fait dans l'arrêt cardiaque. Le premier truc qu'on fait dans l'arrêt cardiaque, c'est d'appeler les secours, de faire le massage cardiaque, éventuellement de défibriller le patient s'il a un rythme choquable, et on intube le patient quand on essaie bien organisé, etc. Voilà, mais ce n'est pas l'urgence absolue d'intuber le patient. L'urgence, c'est de le masser, d'appeler les secours, de le ventiler avec un bavus, et tranquillement, on intube le malade. Mais ce n'est pas un truc, ce n'est pas le plus important. Bon, voilà, je vous ai remis un peu tout ça. Bah, voilà, vous avez les 2 NaK plus glucose, cet arbre diagnostique avec voilà, les hyponatrémies hypertoniques, les hyponatrémies isotoniques qui sont très rares, et puis le iono U de NaK plus urée, avec les situations où vous avez une osmolalité urinaire effondrée, moins de sang, en gros l'apotomanie, ou les buveurs de bière, qui est l'équivalent de l'apotomanie. Et puis quand on n'est pas à moins de 100, ben, on apprécie le volume extracellulaire avec les 3 situations classiques. Je ne vais pas rentrer tout revoir, mais là on était dans la situation du normal, on est au milieu, et donc il y a toutes les causes de SIADH, et il faut exclure les problèmes endocriniens quand on est dans la situation du milieu, et c'est ce que je vous ai dit il y a 3 minutes. OK, allez, on y est presque, et on reste dans les hyponatrémies. Et cette fois-ci, c'est une patiente qui a toujours 112. Elle a des mouvements anormaux, clonie des 4 membres qui cèdent en 30 secondes. Et au décours, elle est somnolente avec un Glasgow à 11, pas de défaillance respiratoire. Qu'est-ce qu'on fait en urgence? Scanner cérébral, soluté glucosé de type G5 pour corriger l'hyponatrémie, soluté salée hypertonique, on l'intube, où on ne dépasse pas une vitesse de correction de 8-10 mmol par litre. Allez, j'avance un peu. Ce qu'on fait en urgence, c'est qu'on fait du sérum salé hypertonique parce qu'on sait qu'elle a son 12 de natrémie et qu'elle vient de faire une crise convulsive devant vous. Donc, c'est un signe de mauvaise tolérance neurologique, de retentissement neurologique. Donc, c'est une indication à faire du sérum salé hypertonique. Mais on va rester dans un objectif de correction, hein, de pas plus de 8 par 24 heures. Et donc là, vous êtes dans la reconnaissance, l'objectif de reconnaissance des formes graves des hyponatrémies.
Et donc, les formographes, c'est quoi? C'est reconnaître l'œdème cérébral avec les signes de retentissement neurologique. Et quand vous avez un retentissement neurologique, vous avez le droit de faire de l'osmothérapie. Et puis il y a la deuxième forme grave, qui est quand vous avez une correction trop rapide, vous savez, avec un risque de myélinolyse centropontine. Et ça, vous savez, c'est à distance, c'est 3 semaines après la myélinolyse centropontine, avec un tableau de tétraparésie, diplégie faciale et paralysie oculomotrice. Dernier truc, et après on a fini. 20 ans, est-ce qu'on ne fait pas le scanner, etc. On sait qu'elle a une hyponatrémie à 112. Donc l'urgence n'est pas de faire le scanner, très franchement. Quelqu'un qui vient de faire une crise devant une hyponatrémie, on s'occupe de l'anatrémie et on voit dans un second temps s'il y a une indication à faire un scanner, mais on a une cause tellement évidente à la crise d'épilepsie que le problème n'est pas de faire un scanner. C'est comme si quelqu'un fait une crise d'épilepsie avec une hypoglycémie profonde, vous ne faites pas un scanner cérébral en première intention, vous avez une cause à l'hypoglycémie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, cervicalgie et céphalée, photophobie, fièvre, OK. 39,5, raideur de nuque, Kernig. Vous avez un LCR qui est... Il est comment ce LCR? S'il fallait mettre un mot. Trouble. Clair, trouble. Limpide. Moi, je dis trouble. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met comme traitement? Allez-y, mettez-moi dans le chat ce que vous mettez comme traitement. AD, AD, ACD. Voilà. La bonne réponse, c'est AD. D'accord? On ne balance pas de l'acyclovir à tout le monde. Il y a pas de signe encéphalitique, là, je veux dire. D'accord? Là, c'est un tableau de méningite purulente. Donc, il y a un tableau de méningite purulente. L'urgence, c'est de débuter les traitements de la méningite purulente. OK? Et je crois que là, on est bon. Attends, je prends le micro. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions résiduelles? L'Adexa, on ne fait pas que pour le pneumocoque. Non, mais le truc, c'est que tu ne peux pas savoir quand le malade arrive s'il a du pneumocoque, du méningocoque ou autre chose. Donc, un patient qui a une méningite purulente, tu fais céphotax Dexa. Et puis, s'il a, par exemple, une listériose, la question se posera de l'arrêter. Mais s'il a une méningite purulente, et s'il a du pneumocoque ou du méningocoque, on continue la Dexa pendant 4 jours. OK? Et monsieur, là, c'est une urgence? Enfin, pourquoi on n'attend pas les résultats biologiques? Enfin, bactériaux? Pour le traiter, c'est ça ta question? Oui, Parce que le oui. LCR est trouble. Si le LCR est trouble, si le LCR est limpide, si le LCR est eau de roche, tu attends la bactério. Si ton LCR est trouble, tu traites tout de suite. Même si cliniquement Bah, il est cliniquement, tu as assez quand même grave. un tableau. Cliniquement, tu as quand même un tableau qui est très évocateur. Tu as un patient qui a 39 de fièvre, des céphalées fébriles. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de PL quand même, où quand tu l'as fait, tu as une probabilité pré-test qui est assez élevée. Donc si tu as un LCR trouble, tu traites tout de suite. D'accord. Un Et LCR trouble, si tu veux, c'est quand même c'est une valeur diagnostique qui est très puissante, hein. d'accord, OK, OK? OK. Donc le Oui, LCR qui est eau de roche, il n'y a pas de problème, on attend. Mais LCR trouble, tu balances les antibiotiques tout de suite. d'accord. C'est logique, non? Oui, c'est vrai, oui, dit comme ça, oui. Oui. Autre question? Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'ANAC? Alors, je suppose qu'à part les exceptionnelles allergies à l'ANAC, ça peut donner des réactions anaphylactiques. Donc, voilà, à part quelqu'un qui aurait une allergie, une anaphylaxie à l'ANAC, c'est un médicament qu'on prescrit quand même assez largement, l'ANAC, pour répondre à Ethan.
D'autres questions? On est bon? Ok, eh ben, écoutez, bon courage pour la suite. Et puis, à bientôt alors, Merci, au revoir. bon après-midi.